le gros dossier de cette émission. On va parler Jeux Olympiques, on va parler basket et on va parler drôle de choix. C'est le COJO qui a décidé donc d'envoyer, après plusieurs rebondissements, on va les expliquer, que finalement le premier tour du tournoi olympique de basket se jouerait à Porte de Versailles, dans le hall 6 des expositions, dans le hall des expositions, où se tient le salon de l'agriculture. Et honnêtement, quand on a appris ça, eh ben, la sphère du basket est ou choquée, ou énervée, ou ce que vous voulez. En tout cas, on n'a pas bien compris le pourquoi du comment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette décision a été prise au mois de octobre ou novembre. Ça fait un petit. Elle a été officielle, elle est sortie là ces derniers jours. Steph, j'aimerais d'abord avoir ton avis avant qu'on rentre dans les détails de cette histoire. Avis sûr. Ton avis sur le choix du COJO, donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques, de délocaliser, parce qu'à la base, c'était pas prévu, mais de délocaliser le premier tour du tournoi olympique de basket au parc des expositions de Porte de Versailles. Forcément que ça me contrarie fortement. Maintenant, les explications données par Fourcade et Stanguet, c'est qu'il fallait réduire la voilure sur les coûts, et que aujourd'hui à Paris, et la chose la plus dramatique en fait, c'est que Paris est aujourd'hui la 4e plus grande métropole européenne, et il n'y a que 3 arénas à Paris. Il y a la Défense Arena à Nanterre, l'Accor Hotel Arena, anciennement Bercy, et l'Arena Porte de la Chapelle qui va sortir de terre en 2023. Et le problème de réduire la voilure, c'est que tu peux plus construire de piscine sur le site de Saint-Denis comme c'était prévu. Et aujourd'hui, la natation se retrouve à jouer à la Défense Arena. Donc déjà, tu te sucres une arena pour un sport co. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est souvent le basket en fait qui ramasse, Erwan. On a souvent été les parents pauvres de la télé, des médias. Combien de fois les équipes de France ont dû se retrouver sur... on nous a vendu Canal+, et finalement c'était un Canal+ décalé, ou une chaîne comme ça. On a souvent souffert d'être relégués derrière les autres. Et là, je crois qu'on arrive à saturation. Et je crois qu'Evan Fournier arrive à saturation. Rappelez-vous déjà de cette sortie... humoristique d'Evan à Tokyo sur une interview en disant à France TV, et là, il faudra pas couper pour mettre de l'équitation. Tu vois, toutes ces choses-là font que, au bout d'un moment, ça sature, et les propos d'Evan qui, sur la forme, sont un peu limites. On va pas tourner autour du pot, mais c'est un ras-le-bol, en fait. C'est un ras-le-bol parce que c'est toujours le basket qui fait les frais de ce genre de décision-là. Aujourd'hui, le basket aux Jeux Olympiques est le sport co le plus... attendu, le plus regardé, le plus excitant. Depuis 92, depuis que les joueurs professionnels américains ont le droit de participer aux Jeux Olympiques, c'est une compétition que tout le monde attend. C'est un peu les Stones qui débarquent, les Rolling Stones qui débarquent, Team USA, aux Jeux Olympiques. Que les Jeux Olympiques, on m'a toujours vendu ça comme... c'est le pays, la ville, en l'occurrence Paris, qui sera la vitrine du monde entier. Tout le monde va avoir les yeux braqués sur Paris, sur la France pendant 3 semaines. Et donc, on va se retrouver les yeux braqués sur un hall des expositions avec un plafond à 9 mètres de haut, parce que le cahier des charges exige que le badminton et la GRS aient un plafond plus haut. Donc, le basket doit se retrouver là. Non, là, c'est trop pour nous. On a trop souffert. Surtout qu'on a une équipe compétitive capable d'être championne olympique, que le tournoi de basket va être un des plus relevés de l'histoire de chez les Jeux Olympiques, parce que les stars américaines aujourd'hui, sur les 10 superstars en NBA, il y en a 5 qui sont aussi européennes, qui vont jouer avec leur sélection européenne. Donc non, j'en ai marre, moi ça me gave. Et ce qui me gave le plus, c'est qu'on a souvent reproché de ne pas avoir d'anciens sportifs de haut niveau à la tête des gouvernances et des fédérations. Aujourd'hui, on a des Martin Fourcade et des Tony Estanguet. Et on se rend compte que depuis qu'ils ont mis un pied dans la politique, c'est devenu des hommes politiques et qui prennent plus aucune décision correcte pour les athlètes. Ça me gave, voilà. Arthur, merci Stéphane, c'était archi intéressant. Arthur, toi, comment t'as pris cette info ?
Je pense que tu as dit beaucoup de choses, Steve. Je suis globalement d'accord avec toi. Bah, pareil, au début de la déception. Pourquoi? Parce que bah, le basket, c'est notre sport. On sait que les Jeux Olympiques, comme il a dit, ça va être la vitrine de la France, la vitrine de Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, en région parisienne. Je suis fier que les JO ils soient là. Et on a envie de donner une bonne image, nous, les sportifs qui habitons à Paris, et pour la France en général. Donc, hyper déçu. Après, je suis sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose de stylé au niveau du parc des expositions, mais il n'empêche que ça reste le parc des expositions où tu sais que potentiellement tu es capable de pouvoir faire accueillir le salon de l'auto ou le salon du chocolat ou le salon de l'agriculture. Donc forcément il y a une frustration quand on sait que on a potentiellement des bien meilleurs espaces, et notamment l'Arena en 2023 qui va être construite, qui est une salle de base dédiée pour le basket. Alors après, quand tu entends les arguments effectivement du COJO et des différentes personnalités qui ont incarné ces explications-là, il y a une certaine logique. Oui, on veut faire des Jeux Olympiques qui soient pas hyper coûteux en énergie. Oui, on a envie de rester dans l'esprit olympique où on a envie de mettre en avant tous les sports. Il n'empêche que le basket, ça reste le sport co par excellence aux Jeux Olympiques, que tout le monde regarde, quand on allume la télé, on est content de voir du basket et tout le monde peut accrocher sur ce sport-là. On sait qu'il y a des grands qui font 2,20, on sait qu'il y a les Américains, et pour les amateurs de sport, c'est super important. Donc énormément de frustration. Moi, quand tu me dis, je vais rebondir, quand tu me dis que tu es sûr qu'ils vont faire quelque chose dans cette salle des expositions de Porte de Versailles, moi, j'ai pas envie d'y croire, en fait. 9 mètres de hauteur, ils pourront même pas mettre un jumbotron avec les scores. Il va falloir mettre des tribunes, mettre des vestiaires. Alors, on imagine pour les Jeux, ils vont mettre un peu de moyens, mais on connaît un petit peu toutes ces installations-là. Moi, il y a des articles qui sont sortis comme quoi, avec la clim là-bas, parce qu'il fera très chaud au mois d'août, il y a moyen d'avoir d'humidité, un parquet glissant. Mais en fait, on peut aussi anticiper qu'il y a de grandes chances que ce premier tour soit un fiasco. Parce que la gueule au-delà du parquet. Mais Steph l'a dit, 9 mètres de haut, tu peux même pas mettre un jumbotron. Tu vas mettre un système de clim et il est avec la chaleur, il y a de grandes possibilités qu'il y ait une forte humidité. On les connaît, ces salles un petit peu rustres où on a construit des choses un petit peu à la va-vite. Les Jeux, c'est en 2024, c'est pas en 2028. Est-ce que Steph, on peut pas non plus déjà tirer une énorme sonnette d'alarme pour dire qu'on peut être la risée du monde avec un tournoi olympique où les mecs glissent sur une défense sur deux? J'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'aujourd'hui, même si malheureusement ça bouge pas, ils ont une pression monumentale maintenant pour que justement les normes de sécurité soient respectées. Je vois un commentaire là de GPA Davis là qui nous parle de Paris Basket, ils jouent à Carpentier, il n'y a pas une énorme hauteur sous plafond. Donc toi, tu es en train de me comparer la Betclic Elite et le Paris Basketball, le championnat de France avec les Jeux Olympiques. Mais il y a plus de 9 mètres à Carpentier. Il y a plus de 9 mètres. Donc mais par contre, c'est un peu... Alors, on parle des salles. On sait qu'en France, on a un problème d'infrastructure. Très bien. Alors, on sait qu'avec la piscine à Saint-Denis qui a pris du retard ou qui ne sera pas faite, on a compris qu'avec ce contretemps de la piscine, même s'ils ont quand même mis du temps à le dire, moi, c'est un échange entre Jacques Monclar et Thierry Rey, où chez Jacques qui a dit... Mais c'est les gars, dites-toi que c'est la piscine qui vous a fait... Alors déjà, tu vois, il a fallu tirer les verres du nez. Donc je trouve que... C'est la piscine qui alors déjà, je trouve qu'ils sont pas très francs du collier là-dessus. Mais ok, mais alors, il manque des salles. Donc le parc des expositions. Mais il y a une salle qui s'appelle Coubertin. Alors ça fait un peu cheap pour un tournoi olympique. Mais tu sais ce qui se passe à Coubertin? Et Antoine et Evan Fournier l'a tweeté. À Coubertin, du 25 au 30 octobre 2022... T'as les championnats du monde de badminton. T'as une étape de Coupe du Monde, c'est pas les championnats du monde. D'accord, t'as une étape de Coupe du Monde. Donc, à un moment donné, et moi je vais en revenir un petit peu à, certes, l'organisation des JO, c'est compliqué. On imagine que c'est un casse-tête incroyable. Maintenant, moi je reste persuadé que quand je vois les gens qui sont au COJO, Martin Fourcade, sport individuel, comment il s'appelle? Estanguet, sport individuel. Thierry Rey, judoka, sport individuel. Et je vais vous parler d'un gonze. Parce que sur Instagram, c'est cool, il y a des mecs qui communiquent, qui s'appelle Étienne Taubois. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Étienne Taubois, Steph? Bon, je vais en Taubois, mais Étienne, je connais pas. Ouais, bravo. Étienne Taubois, c'est un ancien joueur de badminton qui a été chargé de la com de la Fédé mais c'est le mec dans les années 90. Exactement, c'est le DG. C'est le DG, donc qui est devenu le DG donc du COJO et qui est un peu le même poste que Tony Stanguet, mais qui est dans l'ombre.
Et quand on voit que finalement le badminton va récupérer la salle de Porte de la Chapelle et que les Français vont jouer à Porte de Versailles, alors oui, on parle de hauteur de plafond, si tu veux, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au-delà des histoires d'organisation structurelle, de manque de salles, on n'est pas non plus derrière un lobby finalement des gens de sport un peu individuels au dépend des sports co. Après, ouais, moi, il est hors de question pour moi d'opposer les sports. C'est pas le but non plus, parce que j'ai vu des tournois de badminton dans des salles à 8-9 000 personnes, notamment en Asie, où ça fait un carton. Donc, je sais que le tournoi de badminton au JO à Paris, va faire un carton et va remplir cette salle de l'aréna de Porte de la Chapelle. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a des salles aujourd'hui qui vont sortir de terre, qui sont exceptionnelles et qui se portent candidates, notamment la Comète à Orléans. Je connais bien l'adjoint au sport Stéphane Renaud, l'ancien gardien de but de Ligue 2, avec qui je discute, qui lui s'est proposé plusieurs fois pour dire nous, on est prêt à accueillir. C'est une salle qui fait 10 000 places, qui répond aux normes des Jeux Olympiques, qui est fantastique. Et eux, ils sont prêts à accueillir le badminton et la gymnastique rythmique et sportive. Les deux sports qui empêchent justement le basket d'aller faire la phase éliminatoire à l'Arena Porte de la Chapelle. Il y a des solutions, il y a des possibilités, Erwan. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi on fait pas ça dans d'autres salles? Je vais être très clair avec vous, les joueurs de l'équipe de France, ils veulent pas aller en province. Evan Fournier, il est né en Île-de-France. Lui, c'est Jeux Olympiques à Paris 2024. Il veut être en Île-de-France. Donc, il faut switcher avec d'autres sports. Mais bien sûr que tu as raison de parler de politique, Erwan, parce que c'est que ça aujourd'hui. C'est que de la politique. J'ai pas envie de dire magouille et compagnie, mais on n'est pas loin. Et j'ose espérer que le garçon que tu viens de citer, qui a des intérêts dans le badminton, c'est pas fait ce petit plaisir grâce à son statut. Moi, j'ai pas envie que les mecs viennent pas en 2024, que les stars, que les Luka Doncic, que les Giannis Antetokounmpo ne viennent pas parce que pas contents de cette phase éliminatoire. Toutes les Olympiades 2012, 2016, 2020 ont eu des salles fantastiques dédiées au basket et uniquement au basket. Parce que là, on parle des hommes. Et tout le tournoi, parce qu'on sait que la deuxième semaine, ça sera à Bercy. Ils récupéreront Bercy. Ouais. Sauf à Londres, où ils avaient monté une salle éphémère pour la phase éliminatoire, une salle de 10 000, où ensuite avait eu lieu la finale de hand. Mais toutes les salles ont été montées à la base pour le basket. Et on parle des garçons, mais il y a les filles aussi. Hein. Les filles qui sont logées à la même enseigne que les garçons, qui ont également une chance de médaille. Donc j'ai peur que on n'ait pas en fait les épaules larges pour organiser ces Jeux Olympiques, Erwan. J'ai peur de ça. La cérémonie d'ouverture sur la scène, bah oui, bah c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Là, par contre, on a des idées, on a des choses à faire. Par contre, pour le sport, on en a un petit peu moins et ça me gêne. Steph, tu parlais d'Evan Fournier qui a grandi à Paris, qui a été formé à Paris et qui veut vivre ces Jeux Olympiques à l'intérieur de Paris, parce que les handballeurs, eux, n'auront pas cette chance-là. On y reviendra tout à l'heure. Il y a Andrew Albici aussi qui a été formé, qui a grandi à Paris et qui est avec nous. Andrew, c'est ton anniversaire en plus. Joyeux anniversaire, mon poteau. Merci les gars, merci. Quel âge ça te fait? 22, 23? Ah purée, si j'avais cet âge-là, je serais très bien, je serais content. Hein. Non, j'en ai 32. 32, bravo, t'es encore frais comme un gardon. On te voit sur MCS Basket, tu nous régales. Andrew, tu as fait partie des joueurs, toi, qui ont répondu notamment à cette déclaration assez ubuesque, je dois dire, de Martin Fourcade, hein, donc qui nous disait que de faire cette première partie du tournoi olympique à Porte de Versailles, au Salon des Expositions, c'était un modèle des Jeux plus vertueux. Ce à quoi tu as répondu, je cite, lui, il n'a jamais vu un match de basket. Comment tu as réagi, toi, à toute cette effervescence autour de cette annonce terrible pour le basket français? Bah déjà, et le basket mondial, hein, basket d'ailleurs. Ouais. Déjà, il y a eu une première vague, en fait, où on a su qu'on allait participer aux Jeux à la porte de Versailles, excuse-moi. Et donc là, j'ai vu Evan, Rudy qui a tweeté derrière aussi, beaucoup de gens qui ont retweeté comme Vincent Poirier. Et moi, j'ai rien dit à ce moment-là. Et ensuite, il a essayé de expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et là, on a dit c'est une blague, c'est pas possible. Parce que en fait, quand on nous a appris qu'on allait jouer à Versailles, moi j'ai l'impression comme la Leaders Cup en fait, t'as l'impression de jouer sous un chapiteau, un truc qu'on fait à l'arrache un peu, tu vois, avec des artisanal quoi, artisanal. Ouais, la Leaders Cup c'est un super exemple. C'est clairement ça, c'est un terrain
Tu mets des places que tu aurais pu dédier pour un cirque, tu mets un chapiteau et tu mets deux terrains de basket, c'est tout. 2 paniers de basket. Ouais, et des tribunes, et puis voilà. Mais alors on peut vraiment faire un vrai truc, avec une vraie salle, monter beaucoup de gens avec nous, tu vois, pour le basket, et ça pourrait avoir un vrai engouement. Mais bon, je suis pas sûr que ça enchante les gens d'aller jouer, qu'on aille jouer derrière un chapiteau, ou bref, ce que c'est à Porte de Versailles, quoi. Quand tu vois qu'un mec qui a fait des sports d'hiver, je sais pas, je vais là-dedans, mais qui sort une grande qui sort une grande vérité comme ça, qui n'appartient qu'à lui. Quand tu vois que Thierry Rey, qui est un judoka, quand tu vois que Tony Estanguet, qui avait déjà fait le choix aussi, très curieux, de ne plus mettre le karaté alors que le champion olympique était français, quand tu vois des mecs comme ça, des sports individuels qui ne communiquent pas en plus, parce qu'on l'a su, ils ont parlé avec les handball pour les envoyer à Lille, mais ils n'ont jamais parlé avec les Français de ces décisions-là. C'est ce qu'a regretté aussi Rudy Gobert. Comment tu te sens, toi, en tant que basketteur médaillé olympique il y a 2 ans? Bah, comme tu l'as dit, c'est pas normal pour moi ils demandent pas notre avis, genre qu'ils nous consultent au moins, toi, qu'on en parle, qu'il y ait une discussion pour vraiment avoir la meilleure version des jeux pour tous les athlètes. En fait, c'est juste ça, et on fait partie des athlètes, donc il faut nous consulter. Je pense que c'est important. On a chacun un capitaine ou leader, ce que tu veux, dans chaque équipe. Bah, tu les consultes pour essayer de mettre les jeux au plus haut niveau que possible. Donc, dans les infrastructures, dans tout ce qui est autour aussi. Et je pense que ça, ils l'ont pas fait. Ils ont fait, comme vous avez dit, de la politique. Ils ont essayé de placer tout le monde comme ils avaient envie. Et puis voilà, quoi. Steph, quand on... Erwan, ce problème-là, c'est un problème qui va plus loin. La semaine dernière, il y avait le grand oral de sport où tous les candidats à la présidence devaient venir pour expliquer leur programme et parler de sport. Au final, tu sais combien de personnes sont venues? Ils étaient 2. Ils étaient 2 à venir parler du sport dans leur programme. Ça montre beaucoup de choses. Ça montre aussi dans quel pays on vit, quel est l'intérêt justement pour les hommes politiques du sport. Néant quand on dit que la France n'est pas un pays de sport, c'est une vérité. Qu'on gagne des titres dans des disciplines, qu'on soit champion olympique, oui, bien sûr, mais il faut voir plus loin que ça. On n'est pas un pays structurellement fait pour le sport. On le voit bien à l'école, rien n'est adapté pour les enfants pour faire du sport. Il y a rien du tout. Donc c'est un problème plus global. Aujourd'hui, on a les JO 2024, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait en amont. Et attention, au-delà de ça, à la catastrophe en termes de résultats. Au JO 2024, parce que quand t'es les JO à domicile, t'es censé faire une razzia de médailles, et je pense qu'on va être... je suis pas sûr qu'on fasse mieux qu'il y a 4 ans à Tokyo. Écoute, moi, je serais pas surpris que la décision elle soit entérinée. Parce que quand même, malgré tout, les gens vont me dire on est qu'en 2022. Bon, dans une organisation comme ça, en général, limite 2 ans, c'est déjà très peu, ça va très vite. Il y a un autre problème qui me pose, moi, c'est que on a un président de la Fédération française de basket qui a toujours été derrière ses équipes de France, Jean-Pierre Suta, pour pas le nommer, qui est aussi vice-président du CNOSF, donc aujourd'hui qui a un peu le cul entre 2 chaises, et dont on n'entend pas, en fait. Il parle pas, Jean-Pierre Suta. On l'a pas entendu une seule seconde. On a entendu Fourcade, on a entendu Estanguet. On n'a entendu aucune personne liée à la Fédé. Exactement. À part les joueurs. Hein. Et attention, ce que l'organisation de JO 2024, c'est ultra complexe à faire. Il y a aucun souci là-dessus. Mais moi, j'ai envie d'entendre des garçons qui sont à la tête de nos instances défendre aussi nos intérêts. Ça, c'est important. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais vous vous réveillez maintenant, vous les basketteurs, ça fait 6 mois ou 8 mois que c'est acté. Ok, pas de souci. Je suis allé poser la question, et notamment à Pascal Donadieu, qui est mon ancien coach, qui est assistant de Vincent Collet. Je lui ai dit, mais Pascal, je comprends pas en fait, pourquoi ça te sort maintenant, pourquoi tout le monde est choqué maintenant, vous en avez pas discuté avant. Bah, tu sais ce qu'il m'a répondu, Pascal? Il m'a dit, tu sais quoi, Stephen, pas une seule fois, quand on a parlé des JO 2024, on s'est inquiété de savoir où on allait jouer, parce qu'on était persuadé que toute la compète allait avoir lieu à l'Accor Hotel Arena, en fait. Voilà, donc eux aussi ont été surpris. Arthur, tu me disais avant l'émission que, et j'ai envie de te poser cette question, que tu as un ami à toi qui est proche de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas proche, mais qui travaille du coup au ministère des Sports et qui m'a expliqué en fait ce genre de décision, notamment avec le COJO. Mais en fait, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas entendu. C'est plus de la mauvaise communication, non, ou vraiment une vraie mauvaise décision?
Non, je pense que c'est une vraie mauvaise décision, mais c'est pas ça. C'est Stephen insistait sur le fait qu'on n'avait pas entendu parler de la Fédé, mais parce qu'en fait, la Fédé, ils ont aussi eu leur mot à dire, et chacune des fédérations, lorsqu'ils sont ils sont en train de travailler sur le cahier des charges, qui certes est hyper compliqué, hyper complexe. On va pas se mentir, ça reste une galère monstre d'organiser des Jeux Olympiques, notamment dans un pays où il n'y a pas énormément de structure, mais il n'empêche que la fédération était au courant, et je pense que si aujourd'hui ils font profil bas, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont potentiellement peut-être pas suffisamment insisté. C'est parce qu'en octobre ou novembre, quand la décision a été prise, le tour de table, ils ont dit OK. Exactement, ils ont dit OK, et ça, il faut pas se mentir. Voilà, dedans, c'est un secret de Polichinelle. Bien sûr qu'ils ont dit OK. Bien sûr qu'ils ont dit OK. Et chacun des sports. Je joue mon rôle de présentateur, Steph. Merde. Et là où on peut être pas très content, c'est que au niveau de la politique, parce que comme on le disait, c'est très politique. La Fédé, ils ont sûrement pas été à la hauteur. Et les gens dans le chat, ils disent il y a quoi à Bercy la première semaine? Il y a la gymnastique rythmique, pas la GRS. La GRS, c'est là où ils jettent les ballons, où ils ont les rubans. La GRS, les ballons. Ça, c'est à l'Arena, Porte de la Chapelle. La gymnastique avec Simone Biles, par exemple, c'est à Bercy. Et le trampoline aussi sera à Bercy le début des Jeux Olympiques, pendant que le basket fera les phases éliminatoires. Tu sais que les volleyeurs aussi sont au hall des expositions. Ouais. Champions olympiques. Ouais, ils font toute la compète là-bas, mais dans un hall avec un plafond un peu plus haut. Très bien. Andrew, tu restes évidemment avec nous. On va rajouter un intervenant à ce débat passionnant et surtout très, très frustrant pour l'instant. Il y a Nico Batum qui est avec nous, qui vient d'atterrir à Denver. Et Nico, tu as fait partie avec Andrew, avec Evan, avec Rudy. Des gens qui sont montés rapidement au créneau sur Twitter. Salut Nico. Allô. Salut les mecs. Nico. Alors, c'est déconnecté. Colorado, latitude. Pas de Wi-Fi. Mile City. Nico. Une question, les gars. Ouais, ça va couper. Ah ouais, salut Nico. Attends, Andrew, dis-nous. Non, j'allais dire, les handballeurs, ils vont faire toute la compétition à Lille? Ouais. Oui. Ouais. Donc, village olympique, ça sera en carte postale. Mais par contre, ce qui explique Martin Fourcade, c'est qu'ils ont eu des vraies discussions avec eux, et que j'ai l'impression que tout le monde l'a accepté et qu'ils étaient au courant. Ce qui explique aussi le fait peut-être qu'au moment où cette annonce-là est sortie de manière officielle, tout le monde était déjà au courant. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le basket. Même s'il y a encore beaucoup de gens frustrés. J'ai vu Alison Pinault être très frustrée justement pour les handballeuses de la Ligue. Parce que après, Andrew et Nico sont bien placés, mais moi j'en ai une à la maison qui s'appelle Laetitia, qui à chaque fois qu'on parle des Jeux, elle parle du village olympique en fait, parce que les JO, c'est prendre le petit déjeuner, croiser Djoko, croiser Rafa, croiser Usain Bolt, croiser des gens comme ça en fait. Sinon c'est un championnat du monde de ton sport. C'est sûr que c'est pas moi que tu vas croiser au village olympique. Nico, on t'a entendu un petit peu. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va très très bien. On a une fois n'est pas coutume, un débat pas très marrant. Justement, toi, je disais, t'es avec Andrew, avec Evan, avec Rudy, t'es avec Vincent. Vous êtes montés au créneau. Dis-nous un petit peu, toi, c'est ce qui se passe ces derniers jours. Est-ce que tu essaies de faire quelque chose? Est-ce que tu essaies de faire bouger les choses? Avec qui tu discutes? Comment ça se passe? Moi, c'est un peu tout que je trouve ça désolant, parce que moi, quand on me dit que les décisions sont prises depuis novembre 2020, quoi. On est en mars 2022 et on vient juste de la prendre. Donc parce que je n'ai pas forcément pointé du doigt le comité olympique français ou le comité organisateur français. S'il y a beaucoup de facteurs que moi j'ai appris entre-temps. J'ai eu... Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il y a beaucoup de facteurs entre-temps où j'ai appris des choses. Enfin, quand on m'a montré le cahier des charges de la FIBA, mais je voudrais savoir quelle est la personne qui a mis dans le cahier des charges de la FIBA, comme quand on peut jouer une compétition internationale sur un plafond de 7 mètres. D'où tu as besoin de 7 mètres pour jouer au basketball? En N3, ça marche après, mais bon. Non, mais c'est... Donc après, que le comité olympique français aussi se juge là-dessus, c'est aussi un peu désolant, parce que oui, le badminton a besoin de 12 mètres et la GRS de 13 mètres, d'accord. Mais là, moi, ce que j'ai entendu, j'ai rien contre ces sports-là, parce qu'apparemment, c'est avec eux qu'aussi qu'on était, entre guillemets, en bataille par rapport à Bercy. Moi, je suis très content pour eux qu'ils sont dans des bonnes conditions. C'est pas le problème. Mais je comprends pourquoi, en fait, on a encensé les sports co à Tokyo, là, comme quoi tout le monde disait qu'on avait un peu sauvé les Olympiades. Basket, foot, hand, et vous nous mettez tous dans des conditions dans les pires conditions, entre guillemets, possibles,
pour les sports co. Et on m'a aussi dit que le foot était le plus grand sport collectif, les plus populaires aux Jeux Olympiques. On m'a dit ça aussi. Donc il y a plein de facteurs en fait, qui sont complètement dingues dans cette histoire-là. Et j'espère que ça va bien se passer, mais j'ai un peu peur, entre guillemets, pour le sport co aux Jeux Olympiques, quoi. Quand tu dis l'exposition, surtout. Quand tu dis que tu espères que ça va bien se passer, qu'est-ce que tu espères que finalement l'infrastructure à Porte de Versailles sera à la hauteur des attentes, même si je vois pas comment ça peut l'être, honnêtement, ou tu espères qu'avec votre mobilisation, vous allez peut-être pouvoir inverser les choses? Je sais pas, parce qu'on peut inverser les choses, parce qu'apparemment, c'est plutôt acté, et ça serait quand même injuste envers les sports qui sont maintenant mis en place. Donc c'est là où c'est un peu dégueulasse, parce que vous allez passer pour les vilains petits canards, quoi. Ben voilà, ça va nous faire passer pour des... Attends, je sors de l'avion, c'est du vent, c'est un peu relou, désolé. Ça va vous faire passer pour des divas milliardaires qui se prennent pour c'est ça le truc. Alors que moi, j'ai entendu des trucs en quoi c'est pas les standards NBA. Je ne demande pas les standards NBA. C'est très bien qu'en Europe, c'est très compliqué d'avoir un standard NBA. Ça, je le sais. Mais ça, je le sais. Mais un standard minimum Jeux Olympiques. Tu vois, moi, quand je regarde des vidéos où... T'imagines Petrovic Jordan à la 6 Andrew, non mais c'est bien que tu parles de ça. Donc tu fais allusion à Barcelone 92. Andrew, toi tu joues en Espagne où là pour le coup ils n'ont pas de problème de salle, nos amis. Est-ce que t'as parlé toi avec des Espagnols de cette décision, avec des joueurs espagnols de cette décision de jouer donc à Port, je le répète, hein, dans un hall d'exposition? J'ai eu quelques retours parce qu'ils ont vu sur, je crois Marca a retransmis l'info et en gros bah ils ont dit c'est quand même incroyable de faire des JO à Paris et on va être dans un hangar quoi. Donc c'est juste ce retour-là. Après ils connaissent pas toutes les autres infos. En tout cas ils ont pas, je pense, pas cherché ils ont pas cherché, mais ils étaient un peu choqués par rapport à ça et comme tout le monde, quoi. C'est juste désolant qu'on soit obligé de jouer dans un hangar et on ne sait pas en vrai dans quelles conditions que ça va être. C'est vraiment un point d'interrogation qu'on a tous et je trouve ça dommage. Arthur, on a été coupé tout à l'heure. En fait, on parlait des difficultés de ton pote qui nous avait expliqué. Est-ce que tu as expliqué toutes les difficultés que ça pouvait être? C'est-à-dire que c'était pas si simple que ça dans cette prise de décision-là. Est-ce que tu étais allé au bout de ton explication? Je suis allé au bout pour récapituler. C'est que globalement, il y a des soucis logistiques. La France et Paris n'est pas suffisamment dotés en termes d'équipement pour pouvoir accueillir toutes les disciplines dans des conditions exceptionnelles et qu'il a fallu faire des choix. Eux, ils se sont reposés sur l'excuse que le sport, que les Jeux Olympiques, c'était quelque chose d'universel sur lesquels tous les sports devaient être sur un pied d'égalité. Sauf que nous, basketteurs et sur certains sports, on sait tous que au final c'est pas tous les sports sont pas sur le même pied d'égalité et au bout d'un moment je suis désolé mais le basket, la telle réussite qu'il y a eu sur les dernières Olympiades, Nicolas souligné sur les sports collectifs, on doit être capable d'accueillir dans des meilleures conditions, c'est tout. Nico, j'avais demandé à Andrew tout à l'heure de réagir à la sortie un petit peu de Martin Fourcade qui disait donc que finalement faire cette première semaine du tournoi olympique de basket à Porte de Versailles, c'était un modèle de jeu aussi plus vertueux. Alors c'est pas le personnage d'être dans la provocation, mais heureusement que c'est lui parce que sinon on se poserait la question. Non, mais j'ai pas faire une réponse aussi sèche et franche qu'Evan, mais j'ai écouté la réaction de David Douillet. Enfin, tu vois, c'est mieux que toi d'entendre David Douillet qui a clairement dit les choses. Il a raison. C'est de la merde. C'est un peu de la merde. C'est dommage de traiter ça comme ça parce que, enfin, moi ils m'ont dit, enfin, ces mêmes personnes m'ont dit que le foot était le sport le plus populaire des Jeux Olympiques collectifs devant le foot et le hand, devant le basket et le hand quand même. Qui a dit ça? Des gens du comité olympique français. Sachant ce qu'a fait la France avec ce championnat, avec ce tournoi olympique de foot à Tokyo, arrêtez vos conneries. Coaché par Sylvain Ripoll. Non mais c'est pas possible. Sylvain Ripoll, bref. Excusez-moi, j'ai craqué un petit peu. Vous l'avez Sylvain Ripoll ou pas? Erwan. Oui. Erwan. Non mais mes écouteurs marchent pas, je suis dans le bus. Ah merde. Et j'étais en haut-parleur. Tout le monde te regardait. Ah mince, donc très bien. Passe-nous un mec de Team USA dans ton équipe. Ah bah non, ils sont blessés, gros. Il y en a pas. Non mais tranquille. Non mais je sais qu'il y a des joueurs de Team USA qui sont au courant, qui sont pas contents, et je sais que ça va être pareil pendant. Nous demain on joue sur TNT, et je sais qu'ils vont parler pendant le match.
Alors, t'es conneries, donc, gros. donc, Et tu donc, vois, c'est ouais. intéressant. Je parlais en Candrou en Espagne. Ouais, et tu vois, typiquement, tu vois ce qu'il vient de dire, c'est hyper intéressant. S'il commence déjà à en parler, mais franchement, ça, tu sais, les joueurs qui sont à la limite, qui se posent la question de venir faire les Jeux Olympiques ou pas, et ben ça pèse dans la balance. Et au final, ça pèse pour le spectacle. Et donc, c'est délétère. Franchement, c'est abusé. Imaginons Team USA qui décide de ne pas envoyer ses joueurs et qu'envoie une équipe bis, comme ils sont capables de faire avec des universitaires ou des ricains d'Europe. Mais c'est pas ça le problème. Les gens vont venir. Tu vois, moi, c'est ce que j'expliquais quand je les ai eu au téléphone. J'ai parlé avec des gens du comité. J'ai parlé avec Estanguet. J'ai parlé avec eux pour ça, pour avoir les vraies infos, les vrais insides vraiment pour savoir le vrai dossier. J'ai dit c'est dommage qu'on vous aurez un Doncic face à un Jokic à la Al-6. J'ai dit je m'en fiche. Après qu'on m'a dit oui, mais c'est des quarts de finale et tout. J'ai dit mais nous le match qu'on a fait Team USA c'est au premier tour. Les 48 points de Luka c'est au premier tour. Tu vois, je veux dire. Tout à fait. Les gros matchs qu'il y a eu à Tokyo, c'était au premier tour. J'ai dit là, le basket 2024 est potentiellement le plus fort depuis 30 ans. Il peut y avoir en France, Canada, États-Unis, Serbie, écoute la Serbie, tu peux avoir Yanis, tu peux avoir Luka, tu peux avoir l'Australie, avec Ben Simmons, Guidi qui vont monter, tu peux avoir un tournoi extraordinaire. Au premier tour, tu auras chaque affiche une box office. Et c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il répond Tony Estanguet quand tu lui mets ça sur la table? Il y a 50 sports, mais qu'il y a 50 sports. Mais c'est vrai. Il y a 50 sports. Après ça, moi, je voudrais savoir pourquoi il y a 50 sports. Bien sûr que c'est pas un championnat de basket. C'est une Olympiade. Donc, il y a 50 personnes, il y a 50 sports à gérer, ce qui est normal. Ce qui est dommage, c'est que moi, c'est pas pour le basket en général que je prends. Moi, je trouve que quand tu regardes depuis 92 comment le basket est mis en avant dans les Olympiades, car c'est quand même le sport le plus regardé, on va dire, et que le USA-Chine 2008 est l'événement olympique le plus regardé de l'histoire, et les chiffres le montrent. Donc, c'est-à-dire que le basket est quand même regardé. Alors, et voilà. Et ce qui est dommage, c'est que c'est l'image, du coup, qu'on va avoir plus tard. Après, oui, tout le monde va venir. Bien sûr que Team USA va venir, bien sûr que Quick Flip va venir, bien sûr que Luka va venir, que nous on va venir. Tout le monde, c'est pas le problème des présences. À la fin, les gens diront oui, mais c'est l'image qu'on aura plus tard parce que à Los Angeles, ça va être une dinguerie. En plus, ce qui est sympa, c'est que pour Team USA, c'est que en face du parc d'exposition là du Hall 6, il y a un petit Ibis Style qui est très sympa. En 5 minutes, t'es à la salle, c'est cool, gros. Mais ce qui est problème, c'est ça, c'est pas vraiment le bassin en général, c'est le respect que le Sportco a au JO de Paris. Car le Sportco cartonne tous les ans. C'est des gens qui sont... T'es sûr que quoi qu'il arrive, le Sportco va cartonner aux Jeux Olympiques français. On le montre depuis un petit moment. Le handball l'a montré maintes et maintes fois. Et c'est pas par rapport à Lille. Lille, on a fait 1 euro là-bas. C'est magnifique, le stade de Lille. Oui. Les infrastructures sont magnifiques. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je sais que Martin Aubry est fâché. J'ai entendu des échos quoi, Martin Aubry était très fâché. Mais il ne faut pas que Martin Thomas soit fâché. C'est pas le problème de Lille. C'est un génial de jouer à Lille. Il y a eu des Coupes Davis, il y a eu nous l'Euro, il y a eu plein de choses. Mais c'est Paris 2024. Les Sportco sont dans la ville. Alors oui, on m'a sorti qu'aussi qu'à Tokyo, on était à 1 heure, on était à 2 heures de voiture. Andrew, tu peux confirmer qu'on n'était pas à 2 heures, on était à moins d'1 heure. Oui, t'as à 1 heure. Ouais. À pied, peut-être. Mais on a dit oui, mais vous, c'est ça, non. Donc, c'est des trucs qui n'ont aucun sens pour le Sportco. Moi, je défends le basket parce que je suis sportif de basket, mais c'est dommage. Il est leur gaillac à la salle à Tokyo, c'est pour ça qu'il mettait 2 heures. Non, on m'a dit qu'on était 2 heures pour aller à Tokyo, du village olympique à la salle, c'est pas vrai. Nico, c'est pas vrai. Nico, est-ce que tu as eu Evan un petit peu qui est très remonté sur les réseaux, qui a à la fois manié l'humour et la colère, dans quel état il est lui? Est-ce qu'il y a, et surtout, est-ce que, vu que tu as eu Tony Estanguet, est-ce que maintenant il y a moyen d'essayer de faire bouger les choses en fait? Ou alors c'est définitif et acté? Est-ce qu'il laisse une porte en Déjà, je sais qu'il y a un comité FIBA le 25, donc je sais pas si tout va bouger là. Je sais pas si c'est eux qui vont bouger, parce qu'apparemment, il faut que la FIBA aussi accepte ces conditions-là. Je crois que la FIBA a un mot à dire, donc d'après ce que j'ai compris. Donc il faut qu'on attende le 25 mars. Je sais qu'il y a Mark Tatum, par exemple, dans le board. Mark Tatum, qui est numéro 2 de Adam Silver dans NBA, donc je pense que ça pourrait jouer aussi. La NBA peut faire pression par rapport à ça aussi? La NBA, je pense pas, mais bon, ils ont des gens de la NBA dans le board. Donc après, est-ce que Jean-Pierre Ciuta est dedans? Donc est-ce que Jean-Pierre va mettre sa pression aussi? J'espère que oui. Enfin voilà, je sais pas qui sont les autres personnes dedans, mais que j'ai pas tous les noms. Mais est-ce qu'il y a encore un espoir? Le problème c'est ça, c'est que
c'est dégueulasse, parce que si ça se passe, c'est dégueulasse pour le BAD et le GRS. Et c'est ça, en fait, qui est con. C'est que nous, pourquoi on est frustrés? Parce que moi, depuis que je sais qu'on a Paris 2024, ça doit faire 4-5 ans qu'on nous dit que l'accord Renardo, le Bercy 2, là, qui est la future façade du Paris Basket, sera inauguré par l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et on nous sort du jour au lendemain d'un truc qui sort dans l'équipe, que personne ne sait du tout au courant, ça sort d'un coup et ça fait 2-3 ans que c'est acté. Et que nous, on n'était pas du tout au courant. Ça, quand même, C'est ça qui est frustrant. Ça soulève quand même des questions et ça explique aussi le silence de certains. Ouais. Alors, on va pas vous mettre dans la merde, les mecs, attention, on va pas non plus vous. Mais voilà, si on n'est pas. Vas-y, Andrew. Mais Erwan, on m'a reproché ça, moi, Erwan. Pourquoi t'as rien fait avant? Je l'ai appris il y a 3 jours comme tout le monde, moi. Et on peut pas reprocher aux joueurs de pas s'occuper de ça. Au final, c'est pas à eux de le faire, tu vois. Ben non, mais Steph l'a dit, même le coaching staff pensait qu'il n'y avait pas aucun problème, que c'était Bercy. Ils se sont pas posé la question. Moi, ce que je pense, pas à eux de le faire. Vas-y, ce que je pense, c'est que, ça me paraît compliqué que ça bouge, parce que en plus, effectivement, on va passer pour les casse-couilles, les basketteurs, des divas, voilà. Tu vas voir, ils vont mettre en avant les contrats de tous les joueurs NBA, de chacun des joueurs et tout. Ils vont dire au final ça fait des milliards et des milliards. Bref, moi ce que je pense c'est que maintenant il faut que si ça se fait à Porte de Versailles, par contre qu'il n'y ait pas de bug et que ça se fasse dans des conditions exceptionnelles et qu'on optimise chaque centimètre carré. Après, les conditions exceptionnelles, il y a eu des repérages télé déjà qui ont été faits pour les diffuseurs. Ils sont aperçus qu'il y avait des pylônes, beaucoup de pylônes dans cette salle et que c'était compliqué d'avoir un rendu télévisuel correct. Au niveau luminosité, c'est un investissement colossal pour que justement le rendu visuel à la télé soit bon. Steph, d'après ce qu'on m'a dit, CBS qui met des milliards de dollars dans les droits TV basket, USA Basketball, est apparemment très content du dispositif. Non, du dispositif pour l'instant global des Jeux Olympiques. Hein. Je parle du basket. Je parle du basket et du All-Star. Ah ouais? Oui. Ok. Bon, après, il y a peut-être Ray Charles qui bosse à CBS. C'est sympa, gros. Il organise peut-être le salon de l'agriculture aussi. Ils ont fait un truc à deux. Enfin, c'est quand même bizarre de se dire qu'il y a 2 mois, dans cet endroit-là, il y avait des veaux et des ânes et la meilleure charcutaille de France. Et que là, et que dans 1 an et demi, on va se retrouver avec Team USA et l'équipe de France. Erwan, si je peux me permettre une dernière phrase. Après, il faut pas que tout ça perdure dans le temps. Et il faut bien rester concentré sur l'objectif principal, c'est que malgré tout, il y aura une salle où on pourra jouer au basket, et il faudra que l'équipe de France masculin et féminine soit performante et se disperse pas à cause de ça, et qu'on espère voir mieux qu'à Tokyo. Il faut pas que ça soit une excuse pour nous. Il faut pas que ça nous disperse et que ça nous chamboule dans nos objectifs. Parce que oui, effectivement, on rappelle que les Français sont vice-champions olympiques, donc en ayant battu les Ricains en poule et en ayant perdu en finale. Mais ça sentait la revanche de 2024. Moi, j'ai croisé Rudy qui m'a dit non mais l'été prochain, on veut les taper. Nico, quand on te voit, Andrew, quand on te voit, quand vous dit les Ricains à Paris, c'est clairement l'objectif. Vous voulez les taper à Paris. C'est un truc, ça peut être un truc historique. Ça peut être déjà taper les Américains, c'est incroyable. Mais de taper à domicile, surtout le niveau qu'il y aura en 2024, ça peut être quelque chose de vraiment légendaire et historique, ça c'est sûr. Nico, je propose qu'on en discute lundi prochain, gros, autour d'un Morito. Gros. C'est vrai, Nico, on pourra refaire ces discussions parce que lundi prochain, tu sais qu'on arrive à Los Angeles. C'est vrai. Andrew, tu vas nous engueuler parce qu'on doit venir te voir depuis 3 mois à Gran Canaria et on va à Los Angeles. Il jouait pas aussi. Mais attends, moi, alors, j'adore Andrew, mais si je vais à Gran Canaria, c'est pas pour aller le voir jouer. Hein. Ah bon, tu peux faire un 2 en 1. Tu vas à Gran Canaria pour faire ce que tu as à faire et pour voir Andrew jouer. Moi, je vais à Los Angeles pour voir Nico jouer et pour mettre des tirs à Venice Beach sur la tête des Ricains. Je m'occupe pas des activités. Moi, je sais pourquoi je viens voir Andrew. Enfin bref, et on a fait le tour. Ce qui est sûr, pour finir, et là, Steph, je vais te rejoindre un peu. Je pense que ça fait une semaine qu'il y a ce bad buzz autour de ce choix-là, mais que je pense qu'il faut pas que ça dure 3 mois. Il faut pas que ça dure 3 mois. Nico, l'info, tu nous as dit, c'est qu'il y a une réunion donc du comité basket, c'est ça? Ouais, le FIBA, je crois le 25 mars. Voilà, le 25 mars, il y a une réunion. Je pense que les joueurs français, vous êtes montés au créneau. Ça a fait un bad buzz autour du demain, ça, ils en parlent sur TNT demain en live, donc ça en parlait, ça a commencé à poster demain.
Voilà, écoute, bon, en tout cas maintenant, nous, en tant que fans, en tant que consultants basket, ben, on voulait en parler. On a eu la chance de vous avoir, toi et Andrew. Mais les gars, c'était très très cool d'avoir votre avis là-dessus. Merci mille fois. Maintenant, on espère que les choses vont s'arranger. Et quoi qu'il arrive, on sera avec vous à Bercy, de la porte de Versailles à la finale à Bercy, évidemment. Les gars, vous voulez rester avec nous un petit peu? On va parler, pour finir, pendant un petit quart d'heure, de la retraite de Jamal Crawford. Ah oui. Quel joueur. Drôle de transition.